Hola, buenas tardes. Ante todo, quiero pediros perdón por no hablar francés. Bonjour, bonjour à vous tous et d'abord pardon de ne pas parler français. Es un problema que debería solventar. C'est un problème que je devrais arranger, mais En segundo lugar, me gustaría dar las gracias con todo mi corazón a la ciudad de Nantes, je voudrais remercier de tout cœur la ville de Nantes. porque aquí me siento como en casa. Je me sens ici comme chez moi. Llevo muchos años viniendo aquí y he descubierto que tengo no ya un grupo de personas que siguen mi cine, sino un grupo de amigos que me siguen a mí. Ça fait longtemps que je viens ici et je me suis rendu compte que je n'ai pas non seulement un groupe de personnes qui suivent mon cinéma, mais un groupe d'amis qui me suivent moi. Y en ese sentido, pues me siento particularmente privilegiado y emocionalmente muy orgulloso. Donc je me sens privilégié de cette attention et très content d'être ici. Tengo que agradecer, por supuesto, al Festival de Cine Español, a mis amigos que están aquí conmigo, a José y a todo el equipo que forma parte del Festival de Cine Español de Nantes por el esfuerzo constante que hacen para sobrellevar lo difícil que es hacer este festival sin hacer un festival de cine español sin ayuda de los españoles. Et je voudrais remercier également toute l'équipe du festival qui sont des amis aussi de ce festival de cinéma espagnol de Nantes pour leur effort constant justement, ce qui est très difficile parce que faire un festival de cinéma espagnol sans aide de l'Espagne, voilà, il faut le faire. De alguna manera forma parte de una gran tradición, digamos que no es algo nuevo, que en España la cultura no sea una necesidad de primer orden. Ça fait partie de la tradition et ce n'est pas nouveau qu'en Espagne que la culture ne soit pas un besoin nécessaire, des premières nécessités. Es curioso porque en este momento en el que de alguna manera la crisis nos ataca a todos, descubrimos quiénes somos. Cuando hay un problema que de alguna manera acucia y agobia y tensa a la sociedad en general, se descubren cuáles son las verdaderas necesidades de un país. C'est vrai que quand la crise est en train d'attaquer comme elle attaque en ce moment l'Espagne, c'est là où on découvre qui nous sommes. Et c'est souvent dans ces cas-là, quand on est sous la pression, que finalement une société se rend compte de qui elle est. Y como en la guerra o en las situaciones críticas, todos reaccionamos buscando lo mejor, se supone, lo mejor para el conjunto, ¿no? Entonces, pues nos preocupamos evidentemente, de las necesidades primarias, ¿no? De satisfacer las necesidades primarias. Y entonces descubrimos cuáles son realmente, ¿no? Cuáles son las necesidades primarias. Desde luego la cultura no es una de ellas. Et durant la guerre ou dans des situations difficiles, on cherche à faire le meilleur pour le groupe entier, pour tout le monde. Et donc on se préoccupe évidemment des premières nécessités. Et évidemment, on se rend compte que la culture n'en fait pas partie. Por eso siempre me sentiré agradecido en un primer lugar al pueblo de Nantes por darnos la oportunidad de seguir teniendo una presencia en Francia importante, ¿no? El cine español tiene una presencia en Francia y concretamente en Nantes fundamental, gracias al esfuerzo, repito, de esta gente y sobre todo del público que asiste incluso a la presentación de un libro de una manera masiva. Os aseguro que si este libro se presenta en Bilbao, o en Madrid o en Burgos, no estaríamos ni la mitad de los que estamos aquí. Et donc je voudrais remercier la population de Nantes pour
suivre justement ce cinéma espagnol et faire en sorte que ce cinéma espagnol puisse exister ici en France et notamment à Nantes. Avec cet effort que fait donc l'équipe du tournage, l'équipe du festival, mais également le public à venir assister donc à ces films-là, mais également à la présentation d'un film, ce qui est vraiment étonnant de venir de manière aussi massive, parce que si on était à Bilbao, à Madrid ou à Burgos, il n'y aurait pas la moitié des gens que vous êtes. Es una cuestión de educación, en primer lugar de educación, de buena educación, de cortesía, en segundo lugar, y por último, de generosidad por vuestra parte. En nuestro caso tendré que decir que, bueno, que tenemos mucho que aprender, ¿no? Porque a vosotros siento que todo esto suena a chino, quiero decir que os suena extraño que yo diga esto, porque el amor a la cultura es algo natural para vosotros, es algo consustancial con vuestra manera de ser. En ese sentido, no puedo, desgraciadamente, decir lo mismo. Para nosotros, o para mucha gente, la cultura es, para algunos, digamos, es un lujo y para muchos un capricho. Donc, en fait, je me rends compte que de votre part, la culture, c'est une histoire d'éducation, de bonne éducation, et aussi de courtoisie, et également de générosité. Et on a besoin d'apprendre de vous, justement. Parce que peut-être que ce que je raconte, ça peut paraître un peu étrange, bizarre, mais cet amour que vous avez à la culture est chez vous naturel, quelque chose que vous vivez au quotidien, alors qu'on ne peut pas dire la même chose de nous autres. Car pour nous, la culture, pour quelques-uns, c'est un luxe, et pour d'autres, c'est un caprice. Y ya dicho todo esto, pues no sé, es que podríamos hablar de tantos ejemplos, ¿no? Que es tan antiguo, esto ya lleva pasando tanto tiempo y nosotros seguimos constantemente cometiendo los mismos errores, ¿no? Por supuesto no voy a establecer comparaciones, ¿no? Pero no es la primera vez que Francia acoge de una manera generosa a personas que se dedican al cine o a la pintura o a tantas otras disciplinas dentro de lo que es la cultura que bueno, que provienen de España en este caso, ¿no? Y de tantos otros sitios del mundo, ¿no? Podemos hablar, no sé, de tantos ejemplos, ¿no? De jazz, yo que sé, de cualquier cosa. En el siglo XX, durante todo el siglo XX, Francia ha sido un lugar en el que afortunadamente para todos se han refugiado un montón de individuos que no han encontrado, digamos, la acogida necesaria en sus lugares de origen, ¿no? El último que se me ocurre es Robert Crumb. Pero vamos, ya os digo que podríamos hablar de música, podríamos hablar de escultura, de mil cosas, ¿no? Y yo no soy uno de ellos, obviamente, yo no tengo nada que ver con ese mundo. Pero sí que desde mi perspectiva, digamos, infinitesimal, ¿no? Como si yo me considerase parte de una maqueta Lego de todo ese proceso, ¿no? Desde mi punto de vista Lego del mundo, os diré que me siento orgulloso, de alguna manera, de haberlo sentido, al menos, en mi vida, ¿no? Y en mi experiencia. Alors, je ne vais pas donner des exemples parce que c'est un problème qui est tellement ancien, qui dure depuis tellement longtemps qu'on répète toujours les mêmes erreurs. Je ne veux pas comparer non plus, mais ce n'est pas la première fois que la France justement accueille des réalisateurs, des peintres, des gens de la culture justement qui proviennent d'Espagne ou du monde entier. Je peux citer même des gens de jazz. Voilà, le siècle, le XXe siècle, en France, heureusement, beaucoup d'individus ont pu être accueillis ici et
c'est grâce à la France qu'ils ont pu exercer leur talent. Et un exemple qui me vient à la tête comme ça, le dernier, c'est Robert Crumb. Il y a aussi des musiciens, des sculpteurs, et moi-même, depuis ma perspective, qui est infinitésimale comparée à ces gens-là, depuis ma perspective Lego du monde, eh bien, je me sens très fière, justement, d'avoir au moins ressenti cela. Y bueno, con respecto al libro que ha escrito Jesús, pues bueno, tengo la oportunidad de hablar, tuve la oportunidad de hablar durante 3 o 4 días con Jesús y con Antonio y disfruté un montón, podemos hablar de ello y podéis hacer preguntas sobre el tema. Fundamentalmente intenté, pues eso, responder a una serie de preguntas que se me hacían acerca de mi cine, ¿no? Y la labor fundamental es de ellos, porque una buena respuesta depende de lo inteligente o de lo acertada que sea la pregunta. Eso es así. Su labor de selección y de filtro y de conducción del diálogo y del discurso hacia temas que podían de alguna manera esclarecer mi manera de hacer cine era esencial. Yo hubiera tenido, pues bueno, una tormenta de ideas que probablemente no hubieran conducido a ninguna conclusión, ¿no? Pero en este caso, gracias a ellos, el texto está vertebrado y tiene una lectura fácil y estructurada, ¿no? A través de la cual podemos ir descubriendo poco a poco cómo puedo ser tan imbécil como soy. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour le livre écrit par Jesus et Antonio, et ça a été l'opportunité pour moi durant 3-4 jours de pouvoir répondre à des questions, parce que ça s'est vraiment passé comme ça, mais vous savez très bien, plus les questions sont justes et intelligentes, plus les réponses le seront également. Et donc à travers cette discussion qui a été cordialement donc, élevée et menée de main de maître par ces deux écrivains, heureusement qu'ils étaient là, parce que moi, avec toutes mes idées complètement mélangées et pas structurées, justement, je n'aurais jamais pu écrire ce livre-là tout seul. Et justement, vous avez grâce à eux un livre qui est structuré, avec une vraie colonne vertébrale et qui est facile d'accès et à saisir donc tout ce qui a fait que j'ai fait ce film, non, que j'ai fait ce cinéma-là, je m'embrouille, sur toute ma filmographie, ma manière de faire du cinéma et le côté, voilà, mon cinéma comme imbécile, j'arrive pas à trouver le mot. Parce que je trouve pas que c'est pas juste, mais enfin, voilà, la façon, ce cinéma imbécile que j'ai pu faire. Eso nos llevaría, este último párrafo nos llevaría a muchísimas conclusiones muy interesantes. Como por ejemplo el hecho mismo de ser imbécil, quiero decir que no forma parte de mi discurso habitual, pero os podría decir que podríamos desarrollarlo mucho. O sea, habría mucho tiempo para desarrollar este tema. Por ejemplo, os diré una cosa, es muy interesante sobrevivir siendo imbécil. Sobrevivir siendo inteligente es algo que podemos hacer todos. Es como practicar el sexo con un miembro de 30 centímetros, creo que puede ser muy fácil de hacer, ¿no? Lo interesante, disculpadme la vehemencia del texto, lo interesante es hacerlo sin las atribuciones necesarias, ¿no? Entonces ahí es donde realmente nace un nuevo concepto que reivindico de una manera vehemente, que es la astucia. Existe la inteligencia, digamos que, bueno, hay tres maneras de, bueno, o más incluso, ¿no? Depende de quién es el autor, pero dentro de lo que es la teoría del conocimiento hay mucho de lo que hablar, ¿no? Y en este caso, hablando de hacer cine, que es de lo que estamos hablando, que es el tema de esta charla, también. Es decir, por un lado está el almacén de datos, está la base de datos, ¿no? Que podríamos llamar sabiduría, ¿no? Quizá. Es saber mucho de algo, es decir, tener muchos datos acerca de una cosa, que evidentemente en Vietnam, es decir, en la guerra, en el conflicto, en el momento en el que tú desarrollas tu actividad, sirve de muy poco, porque necesita un tiempo de asimilación. Tú puedes reaccionar ante un hecho, normalmente en el cine requiere una reacción inmediata, puedes
adelantarte a un problema gracias a tu sabiduría, a lo que has leído, ¿no? A la cantidad de datos que has acumulado, quizá a través de la experiencia de otros o a la de ti mismo, que normalmente es más valiosa, ¿no? Después está la inteligencia en sí misma, ¿no? Lo que se considera como inteligente. Una persona inteligente es la que saca conclusiones acertadas acerca de un problema de una manera rápida e inmediata, utilizando exclusivamente los elementos de la misma pregunta. Es decir, no buscando soluciones en la sabiduría, en el almacenamiento de datos, sino elaborando exclusivamente los datos que tiene delante suyo. Es decir, con los que puede jugar a través de la pregunta. Y por último está la astucia, que es la persona que sin tener datos acerca de la experiencia y sin tener tampoco datos almacenados en esa hipotética base de datos, elabora una solución a través de su imaginación. Eso es astucia, y eso es lo que a mí me resulta más atractivo y quizá más interesante a la hora de definirme o exponer, por ejemplo, la manera que tengo de solucionar problemas, ¿no? La astucia. Vas-y, Victoria. On peut parler. Non, c'est sûr que je vais m'embrouiller, mais bon. Il va falloir que je t'arrête parce que je n'y arrive pas là. Alors, on peut parler du fait d'être imbécile durant des heures. C'est un thème très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vivre justement, survivre sans intelligence. Et parce que bon, pratiquer du sexe avec de 30 cm, c'est facile, mais quand on n'en a pas, sans attribut, c'est plus compliqué. Donc à ce moment-là, il faut essayer d'avoir autre chose, de trouver une autre manière de faire les choses. Alors, dans la théorie de la connaissance, il y a 3 manières à peu près de pouvoir s'en sortir dans la vie. Alors, il y a celui qui a l'intelligence du savoir, voilà, qui connaît beaucoup de choses et qui a fait beaucoup de choses aussi peut-être, qui a de l'expérience, et donc qui, avec ça, peut s'en sortir et se retrouver face à un problème et le surmonter. Il y a également l'intelligence même, hein, c'est-à-dire celui qui est intelligent mais qui n'a pas besoin de connaissances particulières, mais qui justement avec le problème qu'il a devant lui, c'est le résoudre avec les éléments de ce problème-là. Voilà, c'est l'intelligence. Et il y a l'astuce, à être ingénieux, et c'est un petit peu son cas à lui, et c'est ce qu'il préfère, parce que sans avoir de l'expérience, sans avoir de grande connaissance des choses, eh bien, il faut donc aller chercher dans son imaginaire, trouver un système dans l'imaginaire qui fasse qu'on puisse en sortir dans un problème qu'on rencontre. Et c'est ce que lui préfère, et c'est ce que lui pratique. Voilà. Bueno, quizá precisamente en eso, en la astucia, se encuentra la clave para un cineasta, creo yo. Hay diferentes tipos de cineastas y diferentes tipos de, digamos, esa palabra tan espantosa que es creador, ¿no? Diferentes tipos de creadores que utilizan, bueno, pues eso, o la inteligencia, o la sabiduría, o la astucia para trabajar, ¿no? Desconfío de los sabios, en el sentido de que la sabiduría efectivamente puede ser una solución, pero es una solución muy a largo plazo. Es decir, suelen ser directores de cine que hacen 1, 2, 3 películas en el tiempo en el que un astuto hace 8 o 10, o en el tiempo en el que una persona inteligente hace 2 o 3 extraordinarias, ¿no? Sin duda, el más interesante, el perfecto, es el inteligente, en el sentido de que es la persona que consigue solucionar las cosas a través de conclusiones que deriva directamente de los acontecimientos. Ese es el más interesante, ¿no? Ese podríamos decir que podría ser un Robert Aldrich, por ejemplo, ¿no? Es una persona inteligente, se ve en sus películas. O Sidney Lumet, Robert Aldrich. O Sidney Lumet, me parece que también es un gran director. Hay, digamos, el director al que todos amamos, ¿no? Ese director inabarcable es el que consigue aunarlo todo, ¿no? Hay pocos, o sea, quiero decir, por ejemplo, Ford podría ser uno de ellos, ¿no? John Ford. Pero en el caso de Hitchcock, que es el director al que más admiro en el mundo,
digamos, es una mezcla entre sabiduría e inteligencia. No creo que haya astucia. No hay astucia porque no hay conclusiones a través de hechos que no pueda verificar. Todos los planos y todas las secuencias de Hitchcock son consecuencia de datos que él ha comprobado previamente. No hay imaginación en ese sentido. La imaginación la consigue a través de, digamos, arrancar la inspiración de otros, ¿no? Como ocurre en muchas de sus películas, ¿no? Requiere, por ejemplo, como no es imaginativo, es muy duro decir esto, eso suena fatal, ¿no? Pero Hitchcock no es una persona imaginativa, digamos que es una persona comprensiva. Saca esa imaginación de tipos como Dalí, ¿no? Lo necesita, recuerda, porque él no sabe concebir un sueño, él sabe vivir un sueño y él sabe contar un sueño, pero no sabe imaginarlo, y entonces necesita a Dalí. Él, las historias en sí mismas no le interesan. Lo que le interesa son las consecuencias de las historias. En el caso de Hitchcock, por ejemplo, ¿por qué utiliza siempre novelas de bajo prestigio? ¿Por qué? Porque no le interesa el qué, sino el cómo. Eso es lo fascinante de Hitchcock. O sea, que da igual lo que cuente. Hitchcock podría hacer una película sobre una silla, no lo mismo que Duchamp podría hacerlo sobre un botellero. No es interesante, digamos, el concepto en sí mismo, sino las consecuencias del concepto. Y eso es lo que resulta a mí cautivador y es lo que de alguna manera genera mi propio cine. No tanto lo que estoy contando, sino cuáles son las consecuencias de lo que estoy contando y cuáles son las sensaciones que generan el espectador. O sea, quizá esa sensación de caos es lo que me interesa. Sí. En fait, l'astuce, donc, c'est vraiment la clé chez le cinéaste. Parce qu'il y a différents cinéastes, il y a différents... Un mot que je n'aime pas vraiment utiliser, qui est créateur. Et il y en a certains donc, qui utilisent l'intelligence, d'autres le savoir, et ceux qui utilisent l'astuce. Alors, je n'ai pas confiance dans ceux qui sont plutôt, qui ont plutôt du savoir dans le cinéma, parce que ce sont des gens qui vont trouver une solution, mais sur le long terme, c'est-à-dire qu'ils vont faire 1, 2 ou 3 films dans leur vie. Alors que celui qui est pendant peu de temps, celui qui est plutôt astucieux va en faire 8 ou 10 des films. Celui qui est plutôt intelligent va en faire 2, 3, mais extraordinaires. Et donc, je crois que le cinéaste parfait, c'est celui qui est finalement intelligent, parce qu'il trouve des solutions, quand il a un problème, il trouve des solutions aux conclusions qui dérivent du même problème, du problème qui existe en fait. Il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et pour moi, des cinéastes qui sont vraiment intelligents, il y a Sidney Lumet, il y a Robert Aldrich, ceux qu'on aime vraiment parce qu'ils arrivent à réunir tout le monde, je nommerai John Ford, et Hitchcock, voilà, est celui que j'admire le plus. Lui serait plutôt dans le savoir et l'intelligence, pas dans l'astuce. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'imagination, en fait. Il a besoin justement d'autres personnes, comme Dali, pour pouvoir imaginer un rêve. Parce que lui, il le vit, il sait également le raconter, mais il ne sait pas l'imaginer. Et donc, quand il a besoin de choses comme ça, il va chercher les personnes qui peuvent lui apporter ce qui lui manque. Et pourquoi aussi il va toujours prendre des romans qui n'ont pas eu un grand prestige, parce qu'il sait que ce qui n'importe pas, c'est pas le contenu en soi, c'est le comment on le fait. Et c'est ça qui importe le plus. C'est pas le concept en soi, mais les conséquences de ce concept, c'est-à-dire les sensations et les conséquences que le film va avoir chez le spectateur. C'est ça le plus intéressant. Con esto no quiero decir que Hitchcock no sea un director completo, en absoluto, ¿eh? No me entendáis por ahí. O sea, todo lo contrario. Es un director que no necesita la experiencia para contarla. De hecho, por eso es tan grandioso contando, por ejemplo, el amor, ¿no? Porque es un tipo que el amor lo siente en su cerebro, es decir, es un proceso abstracto
O sea, él desea amar. Y eso es lo que hace que al plasmarlo en una película el amor sea infinitamente más interesante que cualquiera que haya amado. Hitchcock, c'est pas pour ça que je veux dire que Hitchcock n'est pas complet, mais ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'il n'a pas besoin d'expérience pour pouvoir raconter. Il n'a pas besoin d'avoir vécu les choses pour pouvoir les raconter. Et d'ailleurs, l'amour, il n'a pas besoin de l'avoir vécu vraiment pour le raconter. Il le sent dans son cerveau, il désire l'amour. Pour lui, c'est quelque chose de plus abstrait, mais il n'y a personne qui a pu raconter des histoires d'amour aussi fortes que lui. El acto de amor es la misma película. No es alguien que está contando, es que eso es lo grandioso. O sea, no es alguien que está contando cómo ha amado. ¿A quién le interesa que te cuenten cómo alguien ha amado? Lo interesante es que el acto de contarlo sea amor. Como no lo has amado, el amor lo ejercitas en el momento en que lo cuentas. Eso es lo brutal. Por eso sus películas son las mejores. Las que más expresan el amor o con más intensidad expresan el amor. En Vértigo, en tantas otras, ¿no? O sea, la secuencia, no sé, 1000. La secuencia de Con la muerte en los talones en el vagón, en fin, cualquiera. Nadie rueda mejor el amor porque no lo ha ejercitado. Por eso, porque hace el amor en el cine. Por eso es el mejor a la hora de contar una secuencia de amor. L'amour, en fait, c'est l'acte même de faire le film chez Hitchcock. Quelqu'un qui vous raconte comment il a aimé, ce n'est pas spécialement intéressant, mais c'est l'acte même de raconter ce que lui ressent, qui est amour. Voilà, c'est le fait de... il n'a pas besoin... c'est pour ça que ces films sont les meilleurs, parce que vous avez Vertigo, La mort aux trousses, c'est parce qu'il n'a pas exercé lui-même l'amour, qu'il n'a pas vraiment vécu, qu'il le raconte encore mieux, parce que le fait même de le raconter, pour lui, est un acte d'amour. Hay otros que no, hay otros que han vivido la vida, por ejemplo Howard Hawks o John Huston, ¿no? Son tipos que su vida es un reflejo de lo que están contando en sus películas, ¿no? No me parecen, o sea, me parecen extraordinarios y forman parte del cine que a mí me encantaría algún día emular, aunque sea desde la distancia o desde el reflejo. Pero lo increíble de Hitchcock es que la misma experiencia de rodar convierte el rodaje en algo contable o narrable, ¿no? Es él, en su cerebro, el que genera la situación. D'autres comme Hawks ou Huston ont eu des vies justement tellement complètes que finalement les films sont le reflet de leur vie. Mais pour moi, ce ne sont pas les films les plus extraordinaires. Je pense que pour Hitchcock, le tournage en lui-même et le moment d'amour qu'il accomplit est ce qu'il y a de plus beau. Por último, aparte de es que también serían una triada, ¿no? También serían tres cosas. Están los que cuentan lo que viven, los que sueñan haciendo cine con lo que desean vivir, ¿no? Y una tercera categoría en la que solamente creo yo que existe un director, que es los que cuentan algo que quizá vivieron en una experiencia anterior, en una especie de retorno al origen, en una especie de contacto con el inconsciente, no sé si propio o colectivo, ¿no? Que es Buñuel. O sea, quizá Buñuel sea algo más que un director. Buñuel es un documentalista de algún tipo de ser humano previo. Alors, il y a trois façons donc, de raconter des histoires. Il y a ceux qui vivent les histoires et les racontent, il y a ceux qui les rêvent et racontent donc le désir de vivre c'est une vraie vie. Et il y a un réalisateur. Et celui qui raconte quelque chose qui a à voir avec l'origine, c'est-à-dire qui revient à l'origine de l'homme, c'est-à-dire le retour à l'origine. Le contact avec l'inconscient. Et ce réalisateur, c'est Buñuel. C'est celui qui, pour moi, est le plus grand réalisateur, le plus réalisateur de tous. C'est comme si c'était un document,
quelqu'un qui ferait un documentaire, un documentaliste de l'être humain primaire. Entonces, ante todo este proceso, ¿no? Ante este diálogo, si quieres, ante esta dialéctica de tres posiciones, ¿no? Lo que decíamos de sabiduría, inteligencia y astucia, y tres maneras también de representarlo, identificarlo en personajes que dirigen, ¿no? Como pueden ser, digamos, el director que cuenta lo que ha vivido, por un lado John Huston, por otro lado el director que cuenta lo que le gustaría vivir, que es Hitchcock, y por último el director que conoce ese subconsciente o esa base primigenia en la que se fundamentan los deseos, que es Buñuel. ¿Qué hace una persona como yo? Reírse. No hay otra opción. La única opción es no tomarse en serio a sí mismo y salirse de la ecuación. No puedo formar parte de un discurso del que soy consciente. Por lo tanto, tengo que salirme y verlo desde fuera. Y eso merma, de alguna manera, la calidad de mis películas, sin duda. Pero por otro lado, les da una perspectiva excéntrica que puede resultar interesante. Y ahí he basado la historia de mi vida. Normalmente creemos que no somos conscientes de lo que hacemos todos los días, y eso nos libera. Todos vosotros tenéis una vida que siempre va a ser provisional. Todo lo que hacéis, me incluyo también en vuestra categoría, todo lo que hacéis normalmente es provisional. ¿Por qué? Porque algún día haréis eso importante que de alguna manera definiría vuestra vida, ¿no? Creo que nos pasa a todos. Todos queremos pensar que va a haber algo más allá del día a día, de lo cotidiano, ¿no? Porque si nuestra vida es este día a día y esta cotidianeidad absurda, por el amor de Dios, que me bajen de este club, ¿no? O sea, creo que podemos hacer cosas mejores. Siempre postergamos ese momento en el que vamos a hacer bien las cosas. Siempre creemos que detrás de la infancia viene la adolescencia y después viene por fin la madurez. ¿Qué pasa cuando la madurez ya está ahí? ¿Qué pasa cuando ya realmente ese sábado interminable que es nuestra vida, ya son las 8 de la noche y no te has divertido, ¿no? Siempre te queda la sesión de noche o te queda la famosa discoteca de las tantas de la mañana, pero te va a pillar cansado. Sabed que os va a pillar cansados, ¿no? Entonces, continúa y luego concluyo. Vale. Alors bon, on a donc ces trois théories donc, de la connaissance, la science et l'intelligence, avec ces trois manières donc, de faire aussi du cinéma. Et moi là-dedans, qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Je ne peux que rire, c'est tout ce qui me reste à faire. Et surtout ne pas me prendre au sérieux et sortir de cette histoire-là, parce que ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que moi, je suis sortie de tout ça et que j'ai vu les choses depuis l'extérieur. Et c'est peut-être pour ça que mes films ont ce côté un petit peu excentrique et d'une qualité discutable parfois. Mais nous sommes tous comme ça, parce que vous et moi également, nous vivons tous les jours, chaque journée en nous disant, bon, de toute façon, plus tard on arrivera à être quelque chose, parce que la vie, ça ne peut pas être ce qu'on vit au quotidien, cette vie-là de tous les jours. Il y a un moment donné où on arrivera à pouvoir s'exprimer, à faire les choses telles qu'on veut vraiment. Et quand on se rend compte que finalement cette vie est ce qu'elle est, on se dit qu'il vaut peut-être mieux descendre de ce manège et voir les choses d'une autre manière. On passe l'enfance, après l'adolescence, après le moment adulte, et quand on y arrive, on voit très bien que les choses ne changent pas et que c'est toujours pareil. C'est comme si c'est ce genre de samedi qu'on passe où jusqu'à 20h on s'est toujours pas amusé et on se dit bon bah finalement qu'est-ce qu'on va faire, on va aller en boîte et en boîte on est crevé quand on arrive, voilà. Donc ça c'est notre vie quotidienne, c'est celle qu'on doit subir. Entonces queda la conclusión, sabedores de que las cosas funcionan así y que es imposible generar un sentido, primero por inutilidad o inoperancia y después por precisamente ser conscientes de cuál es el proceso dialéctico en el que se desarrollan las cosas, solamente nos queda la risa. ¿La risa de qué? ¿Reírse de quién? ¿Con los demás o de ti mismo? Obviamente de ti mismo, ¿no?
hay una expresión que odio, que se utiliza mucho, ¿no? Que es cuando alguien se ríe, decir, no nos reíamos de ti, nos reíamos contigo, ¿no? Es una imbecilidad, o sea, hay que reconocer que nos reíamos de ti. Yo me río de mí, no conmigo, no me río de mis circunstancias o de las cosas que han hecho que yo sea quien soy, sino me río de las conclusiones a las que yo he llegado. O sea, me río de mí mismo, de mis películas y de quién soy, y sobre todo de mi imposibilidad de generar conclusiones a partir de los datos que se me generan delante mío, como en el caso de la persona inteligente, ¿no? Intuyo, tengo intuiciones, me colocaba en esa tercera categoría. Tengo intuiciones que normalmente son erróneas, os lo tengo que también que asegurar. Por lo tanto, conclusión, generemos un proceso, digamos, circense o generemos una farsa en la que los acontecimientos que forman nuestra vida, por estúpidos, se convierten en necesarios y, por lo tanto, actos de la comedia. Hagamos una comedia en la que nosotros mismos seamos el objeto de risa o mofa. Y en ese sentido, podamos hacer que el día a día sea más atractivo. Porque no es un drama, no es el drama de saber que eso no tiene sentido, es la comedia de saber que no tiene sentido. Y eso puede conducirte a la felicidad. No a la satisfacción, eso nunca. Pero la satisfacción en realidad es también solucionable. Es como cuando no te duermes. Yo no duermo, últimamente no duermo, desde hace 10 años. Cada vez duermo menos, duermo 4 horas, ahora duermo 4 horas, 4 o 5 horas, aunque estoy totalmente descansado y sin ningún problema, duermo 4 horas. A mí me gustaría dormir 12 horas como dormía antes, ¿no? Pero no puedo dormir. ¿Cuál es la única solución para dormir? No querer dormir. Ahí es cuando te duermes, cuando en realidad ya abandonas la necesidad y la ansiedad de querer dormir, ¿no? O la necesidad o la ansiedad de querer hacer cine. En el momento en el que el cine forma parte de tu vida y no es un accidente, sino que es el día a día, cuando no tienes una gran película que rodar, sino tener que rodar todos los días, es decir, cuando conviertes lo extraordinario en cotidiano, es cuando cobra sentido. Y ya no estás preocupado por hacer una gran obra, sino por vivir, porque tu vida es la obra. Idiota, probablemente idiota, pero satisfactoria en el sentido de que es real. Y la astucia se convierte en sabiduría. Bon, la conclusion qui est super longue. Donc on sait bien que ça fonctionne comme cela et que c'est inutile de chercher des solutions parce que de toute façon c'est comme cela. Et donc la solution, à la limite, puisqu'on en est conscient, c'est de rire. Mais rire de quoi? Rire de qui? De soi-même, oui, c'est la seule solution finalement. Il y a une expression que j'aime absolument pas quand on dit non, ne riez pas de toi, on riait avec toi. Et il faut reconnaître qu'on riait de toi. C'est ça qui est vrai justement. Et c'est comme ça que nous sommes. Il faut rire du fait que nous voyons bien que les conclusions auxquelles on veut arriver ne sont pas possibles, qu'il n'y a pas de conclusion possible parce qu'on ne trouve pas lui il se considère pas intelligent parce qu'il ne trouve pas les solutions avec les éléments qu'il a, donc c'est pas comme ça qu'il peut y arriver. Lui c'est plutôt à travers l'intuition. Voilà. Mais bon, il vous prévient tout de suite, les intuitions chez lui, elles sont fausses aussi. Hein. Il n'a pas vraiment réussi à trouver les bonnes. Donc, nous générons, en fait, ce que nous devons générer, c'est un processus de farce. C'est-à-dire savoir que cette vie que nous vivons est un acte stupide et que nous devons donc, dans cette comédie, nous mettre au centre même de cette comédie. Et c'est la meilleure façon de pouvoir vivre le jour à jour, chaque jour, de manière attirante. Et parce que ce n'est pas un drame ce que nous vivons finalement. On sait que ça n'a pas de sens, que la vie est absurde. Mais c'est une comédie, c'est
dans ce sens-là qu'il faut le prendre, parce que c'est ce qui nous arrivera à nous permettre d'arriver au bonheur. Moi, par exemple, je ne dors pas depuis 10 ans. Je ne dors que 4 heures par nuit en ce moment. Moi, j'aimerais bien pouvoir dormir 12 heures comme avant, mais la solution, c'est de ne pas vouloir dormir, parce qu'à ce moment-là, vous vous enlevez l'angoisse de vouloir dormir, de devoir dormir. Et comme vous enlevez cette angoisse-là, du coup, vous la vivez mieux. Et le cinéma, c'est la même chose. Vous avez cette angoisse, et cette envie, cette nécessité de faire le film de votre vie. Mais en fait, la meilleure façon, c'est de faire en sorte qu'au jour, au quotidien, vous tourniez, vous fassiez ce que vous pouvez faire de mieux. Voilà. Et c'est une astuce qui finalement vous amènera au savoir. La pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto como la última vez? La pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con el cine? No, la respuesta es todo. Todo, absolutamente todo. Uno es lo que hace, no lo que pretende ni lo que sueña. Yo soy lo que hago, yo soy mis películas. No soy lo que pretendo ser, ni lo que intento dar a entender que soy, ni lo que me gustaría ser. No, soy esa mierda de película que he hecho. Y todos lo sabéis. Quiero decir, yo no puedo ocultar nada. Yo soy exactamente lo que he hecho. Lo mismo que David Trueba es exactamente lo que ha hecho en su última película. Y lo que hacemos todos los días. No somos un gran proyecto, no somos un gran sueño o una historia que fracasó por culpa de otros. No, somos lo que hacemos. Siempre. Entonces, si tenemos claro qué es lo que queremos hacer y cómo interpretamos lo que hemos hecho, podemos llegar a una conclusión interesante acerca de hasta dónde podemos llegar. Y es fundamental para ser nosotros mismos y nuestro cine, o lo que hagamos. Creo que es extrapolable a películas, documentales, a ir al banco o a relacionarte con tu novia o con tu mujer. Alors, vous me direz, qu'est-ce que cela a à voir avec le cinéma? Eh bien tout, parce que je suis ce que je fais, je suis finalement mes films, je ne suis pas ce que je prétends être ou ce que je donne à entendre que je suis. Et donc je suis ce film de merde que j'ai fait, et ça je ne peux pas le cacher. Voilà, David Trueba, il est également cette personne qui a fait son dernier film. Il est ce qu'il a fait, quoi, tout simplement. Et on n'est pas le grand projet de quelque chose, ou alors l'histoire d'un échec à cause des autres. On est tout simplement ce que l'on veut être et ce que l'on désire être. La conclusion, c'est en fait de savoir jusqu'où on peut arriver. C'est ça qu'il faut avoir, qu'il faut arriver à trouver. Et ça peut être un film, un documentaire, faire un film, un documentaire, ou aller à la banque, ou arriver à trouver cette relation avec sa fiancée, à savoir comment vraiment la rendre intéressante et attirante. Voilà, c'est ça. C'est savoir jusqu'où on peut aller. Por conectarlo con lo que hemos escrito aquí, pues este es un libro en el que respondo a preguntas acerca de por qué he hecho lo que he hecho, ¿no? Que no responden, obviamente, a las verdaderas razones de por qué he hecho lo que he hecho, sino a las circunstancias en las que me encontraba y a las conclusiones que he sacado a partir de esas circunstancias, que no tienen mucho que ver con mis pretensiones ni mis ilusiones, pero sí con los hechos. Entonces, por un lado, no responden en absoluto a cuáles son mis intenciones, pero responden perfectamente a quién soy en realidad. Et pour justement le lien avec le livre, j'ai répondu à des questions qui m'ont demandé, on m'a demandé pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, et je n'ai pas évidemment répondu ce que je voulais faire, mais finalement les circonstances dans lesquelles je les ai fait. Et j'en ai tiré les conclusions, parce que finalement, c'est pas ce dont j'avais
la prétention de faire, mais finalement les faits, ce que j'ai pu réussir à faire. Et c'est ça qui importe le plus. Je vais dire quelque chose, mais je ne sais pas improviser en français, alors je vais utiliser la traducción. Yo había pensado precisamente hablar de la entrevista y del honor y de la maravilla que fue hablar durante aquellos días en los que el Papa nos visitaba Madrid, por cierto, en un Madrid invadido por jovencitos católicos. Era un contrapunto curioso al menos. Je voulais justement parler de cette interview qui était un honneur pour moi et également quelque chose de magnifique parce que ce sont été des jours justement qu'on a passé à parler alors que le pape était en train de visiter Madrid avec tous ces jeunes qui envahissaient Madrid et c'était un contrepoint intéressant avec ce qu'on est en train de vivre. Y quería sobre todo hablar del placer que fue conversar esos días con Alex de la Iglesia. Mais je voulais surtout parler du plaisir que ça a été de dialoguer avec Alex de la Iglesia durant ces jours. Después de sus palabras no tengo absolutamente nada más que explicar. Après toutes ces paroles, je n'ai franchement plus rien à rajouter. Moi, je voudrais peut-être passer la parole à la traductrice Françoise Garnier, qui a fait un travail un petit peu complémentaire de toute façon de celui de Victoria Saez. Et elle a eu à prendre ce texte merveilleux en espagnol et le rendre dans un français qui est la langue dans laquelle vous allez vraiment être en contact avec l'esprit, les paroles. Et c'était passion de tourner dans les jeux de la Iglesia et je crois qu'il y a beaucoup de savoir-faire dans ce que Françoise Garnier a fait. Donc je voudrais lui demander si elle pourrait nous dire un petit peu comment ça s'est passé son travail. Enfin, je pense qu'après avoir partagé à ce moment avec Alex, vous pourrez comprendre à peu près comment ça a été pour moi de traduire ce livre, parce que bon, le seul souci c'était d'essayer de rendre en français le même plaisir qu'on pouvait avoir en espagnol à l'écouter comme vous l'avez écouté là, c'est-à-dire avec cette générosité, en plus cette culture qui n'est pas étalée comme ça, mais qui est toujours, qui vient toujours pour apporter quelque chose de plus, pour expliquer. Il y a toujours cette volonté de partager qui est énorme. Et c'était vraiment, c'était ça mon souci, quoi. C'était de rendre compte de cette simplicité, de cette volonté de faire mieux comprendre ce que c'était que son métier et ce que c'était que son cinéma. Et c'était un grand plaisir. Hein. C'était une traduction, c'est un gros bouquin, mais c'est la traduction dont on sort content. Des fois, on a des traductions, on a un petit peu la nausée quand on les finit. Mais là, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un derrière mon dos qui me disait « Ouais, vas-y. » Et des fois, je me demandais « Qu'est-ce que t'en penses ?» Bon, évidemment, il n'était pas là, mais c'était un petit peu des moments comme ça, un petit peu de partage, parce qu'il y a vraiment cette relation très proche, cette proximité très proche. Mais je pense que ça tient aussi, bien sûr, aux questions de Jesús et d'Antonio, qui sont aussi très précises, très claires. Et puis il y a toute la partie analyse des films qui est magnifique. Alors là, on apprend énormément de choses, il y a tout ce savoir dont il est question, mais en même temps, on comprend aussi beaucoup mieux tout ce cinéma, toutes les références. Et après, quand on va voir un film d'Alex, c'est formidable, parce qu'il y a plein de pistes qui s'ouvrent, plein de choses extraordinaires. Merci Françoise. Donc maintenant, c'est à vous, vous avez la parole. Et pour poser des questions à Alex de la Iglesia sur ce que vous avez entendu, sur des films que vous avez vus, sur tout, puisqu'il n'a pas parlé uniquement que de cinéma. Monsieur a parlé du film parfait. Monsieur a parlé du film parfait. Est-ce que c'est pour lui le film
considéré comme ayant marqué l'histoire du cinéma par les historiens de celui-ci, ou est-ce que c'est encore autre chose? Bueno, eso es como cuál es la vida perfecta. O sea, c'est comme quelle est la vie parfaite. Las películas o los libros o cualquier tipo de producto, digamos, generado por el hombre, no deja de ser un intento de arreglar la vida, ¿no? De hacerla mejor o de compararse con ella o de superarla en algunos casos, ¿no? ¿Y cuál es la película perfecta? Pues repito, sería como preguntar cuál es la vida perfecta. La vida perfecta no sería primero, no creo que necesariamente, perdonad, soy yo. Profitez pour la película perfecta. Donc, c'est la même chose pour la vie parfaite, mais également quel est le livre parfait, quel est le produit généré par l'homme qui est parfait, parce que finalement, toutes ces choses-là, ce n'est qu'une intention d'arranger la vie, d'arriver à mieux la comprendre, à mieux la saisir. Entonces, no sé, ¿creéis que, por ejemplo, la vida perfecta sería tener una mujer maravillosa, muchísimo dinero, un montón de experiencias increíbles en diferentes lugares del mundo, es decir, una superproducción? Esa sería la vida perfecta. O sea, la vida o la película perfecta sería Cleopatra de Mankiewicz o Star Wars o Matrix, es decir, una superproducción. O la película o la vida perfecta sería contar la historia de dos personajes en un pueblo que llevan una vida simpática y tal, tienen un pequeño problema, pero se resuelve al final y la cosa es adorable y me divierte exactamente igual que la otra. Es que es maravilloso, porque la vida se entiende mejor en las películas que en la vida. O sea, este ejemplo nos puede ayudar a todos mucho a la hora de pensar nuestra vida, ¿no? Yo no quiero que mi vida sea una superproducción. Yo quiero que los personajes de mi vida, es decir, los personajes de mi película, cumplan su desarrollo, su arco evolutivo. Es decir, que el que es tonto sea listo al final, que el que sufre deje de sufrir al final, que el que tuviera o tuviese que sufrir al comienzo deje de hacerlo. O sea, no lo sé. Es decir, que las cosas se completen. Lo que queremos es, evidentemente, lo que no ocurre en la vida. En la vida no hay tercer acto. Siempre nos pilla todo en el segundo. Presentamos al personaje, hay un conflicto y no se resuelve. Eso es la vida. Por eso hacemos cine. Por eso hacemos cine y contamos novelas, porque tenemos la oportunidad de concluir las historias. Donc la vie parfaite, ça serait, qu'est-ce que ça pourrait être finalement? D'avoir une femme magnifique, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir des expériences dans le monde entier. Ça pourrait être aussi une super production, donc en film, si on le compare en film, comme Cléopâtre de Mankiewicz ou Star Wars ou Matrix. Mais la vie, ça peut être également deux personnes dans un village qui ont une vie sympathique, qui finalement ont un petit problème et qui arrivent à le résoudre, et quelque chose d'adorable. Ça également, ça peut être un film. Et on est tout aussi intéressé par ce genre d'histoire. Mais la vie, c'est quoi? Mais finalement, on arrive mieux à comprendre. C'est assez drôle parce que justement, on arrive mieux à comprendre la vie à travers les films. Et c'est pour ça que quelque part, on fait des films aussi. Le personnage, donc ma vie, qu'est-ce que ça serait? Mon film, qu'est-ce que ça serait? Ça serait un personnage, ça serait pas une super production, ça c'est clair, mais ça serait surtout un film où dans le personnage, on puisse suivre son évolution.
c'est-à-dire s'il a souffert au début, qu'on arrive à voir comment il arrive à ne plus souffrir. Si au début il était naïf, ben, comment il arrive à avoir une certaine maturité. Voilà, mais ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on a toujours 3 actes. La vie n'a pas de 3e acte, parce que toujours on est pris dans le mauvais moment au 2e acte. Et dans un film, on a la présentation du personnage, on a ensuite le conflit et la résolution du conflit. Mais dans la vie, ce n'est pas ce qui arrive. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça qu'on fait du cinéma. Hola. Bueno, antes de nada quería agradecerle por sus películas, porque gracias a esto me lo pasé fenomenal aprendiendo el idioma español. Mejoré muchísimo mi nivel gracias a usted. Tengo 2 preguntas. La primera es cómo usted se puede dar cuenta de que la vida es tan absurda, porque mucha gente está en el día a día y haciendo sus cosas, las compras, para el trabajo y todo esto, y sus únicas metas es casarse, tener una casa, tener hijos y todo, y no se da cuenta de que somos mortales y que la vida puede acabarse de un día y al día siguiente ya no estás aquí. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es, bueno, una pregunta a la que usted no contestó en su libro, que es cuáles son sus intenciones haciendo estas películas? Gracias. No sé, es demasiado complicado. C'est un peu compliqué. Je vais essayer donc, de parler d'abord de cette vie absurde, justement. Comment des gens ne se rendent pas compte finalement de ça, de cette vie absurde, puisqu'ils vivent dans la vie quotidienne, avec juste comme but dans la vie de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir sa maison, et finalement à un moment donné ils se rendent compte qu'ils sont mortels, et comment ils font après avec ça. Et la deuxième question, c'est de répondre justement à une question à laquelle il n'a pas répondu dans le livre, c'est-à-dire de donner ses intentions pour son dernier film. Quelle était l'intention de faire son dernier film? No sé responder. Je ne sais pas répondre, je ne sais pas quoi répondre. Francamente, no tengo una respuesta adecuada a esa pregunta porque es una pregunta excesivamente compleja. En primer lugar, con respecto a por qué hay una gente que no se da cuenta de que la vida no tiene sentido, y yo sí, y parece que lo reflejo en mis películas, falla la mayor. O sea, no es cierto que ellos no se den cuenta, se dan cuenta de una manera quizá inconsciente, pero se lo ocultan, porque la solución a esa pregunta es ocultarlo. O sea, la vida es un esfuerzo por ocultar eso. La vida precisamente se define con respecto a la muerte, que es la constatación del sinsentido. Entonces, la única manera de vivir es negar la muerte, que de hecho es en definitiva lo que hacemos todos los días, viviendo, negar la muerte. Si somos conscientes de la muerte es mejor que nos sentemos y esperemos a que ocurra, pero queremos vivir, que es en definitiva una manera de evitarlo y una manera de postergarlo al menos, ¿no? Pero la constatación constante de la muerte lleva a la no vida, es decir, es necesario ocultarlo para vivir. Eso hace que sufras. Al ocultarlo, tú sabes que estás ocultándolo, porque en el fondo lo sabes. Sabes que vas a morir porque sabes que tus padres murieron, que esto va a ocurrir y que probablemente las cosas, lo mismo que ocurre la muerte, ocurre la desgracia y el dolor. Por lo tanto, es muy posible que las cosas no salgan bien. De hecho, es lo más probable. Lo más probable es que suframos horrorosamente antes de llegar a la muerte. Entonces, ¿qué hacer? Ocultarlo. Repito, vivir es ocultarlo. No es cobardía, es la vida, es ocultarlo constantemente, con alegrías, con amigos, con trabajo, con cosas que hacer, estar ocupado, rodar, estar rodando películas, movidas. Esta conferencia nos hace olvidar la verdad, ¿no? Que es la desgracia, el sufrimiento y la muerte, como hechos incontestables. Eso genera una angustia insoportable, mucho más dolorosa que la constatación constante. Entonces, si haces una película
en la que te ríes de esa angustia, la liberas, no del todo, pero digamos que un 20-30%. O sea, si tú consigues reírte, no ya del problema, que es insoslayable, como decíamos antes, sino de tu propia angustia, que sí es solucionable, es decir, tú puedes aprender a sufrir menos, no tanto con el dolor en sí mismo, porque eso es, repito, innegable, sino con tu angustia del dolor. Entonces, una película, el amor, la amistad y sobre todo la generosidad de los demás puede hacer que ese sufrimiento sea menor. Y eso se hace al cine. Donc c'est complexe de pouvoir répondre à cette question. Les gens ne se rendent pas compte, c'est peut-être pas inconsciemment, et moi, donc moi oui, je me rends compte et je le reflète dans mes films. Ils s'en rendent compte en fait, ces gens-là, peut-être inconsciemment, mais en fait ils le cachent et ils font un effort. La vie, c'est un effort justement de cacher cela, parce que on sait très bien que la mort, c'est la constatation finalement du non-sens de cette vie. Mais on ne peut pas y échapper. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre, et la meilleure façon de vivre, c'est justement de en fait, pour pouvoir vivre, voilà, c'est nécessaire de cacher le fait que l'on va mourir. Parce qu'on le sait au fond, finalement, on le vit, nos parents, on sait qu'on va mourir, on sait qu'il va y avoir, qu'on va vivre des moments très difficiles, qu'on va souffrir, et c'est probablement ce que l'on va faire. On va souffrir avant de mourir, c'est clair, mais la vie, c'est cela, c'est le cacher. Ce n'est pas un manque de courage, mais c'est notre façon de pouvoir vivre, sinon on ne pourrait pas. Et comment on le fait? Eh bien, en ayant des amis, en étant occupé, donc en faisant des films, en faisant des conférences comme celle-ci, où justement on oublie la vérité. Et justement cela génère une angoisse, parce que dans les films, on peut rire de la mort, mais ce qu'il y a de mieux encore, c'est rire de cette angoisse de savoir qu'on cache cela, et qu'on essaie de vivre sans y penser, justement. Et de pouvoir rire de cette angoisse-là, ça nous libère de 20% environ de notre angoisse. C'est pour ça que j'aime le raconter dans mes films, et le faire dans mes films. Et donc rire de sa propre angoisse, c'est la meilleure solution de nous enlever une part de cette angoisse. Oui, il y a une telle liberté de ton au film. Vous passez de l'humour au drame, au tragique. Il y a une telle liberté de ton dans vos films. Vous passez comme ça facilement d'un moment de grande comédie à un moment qui peut être très épouvante, très gore. Soudain, ça va tourner plus à la romance. D'ailleurs, vous avez poussé particulièrement les manettes à fond, je trouve, avec votre dernier film, L'Essentiel. Est-ce que vous mettez des limites quand même? Sincèrement, est-ce que vous posez des limites? Quand vous écrivez, est-ce que vous vous dites « Non, là, vous êtes trop loin, j'arrête ». Hombre, el límite es el talento, ¿no? La limite, c'est le talent. Pero con respecto precisamente a ese contraste, yo creo que es el objetivo que busco, es el objetivo constante. El objetivo constante y obsesivo es intentar contar algo imposible. Porque, por otro lado, porque la vida es así, o sea, que el día a día es así, o sea, ¿cuántas veces no nos hemos reído en un funeral? O no ha sido un día divertidísimo la muerte de nuestro padre. Y no nos atrevemos a reconocerlo porque no es serio. O al revés, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no?, hemos sufrido un dolor espantoso o ha sido horrorosa la fiesta de cumpleaños o la boda? Me caso y ha sido el peor día de mi vida. Y mira que la quiero, pero ha sido horroroso. O sea, no hay justicia en el tono de la comedia.
comedia de la vida. Entonces, provocarlo, o sea, generar un espejo de eso, un espejo real y un espejo ficticio, es lo que me interesa, pero claro, estoy todo el rato jugándome la piel en el sentido de que siempre que lo intento, que es en todas las películas, me puedo cargar la película. Porque el espectador no quiere eso. O sea, estoy obligando al espectador a ponerse en una posición que no quiere. El espectador quiere ir a ver una comedia y que sea graciosa. Y no me hagas otra cosa que me mosqueo. C'est mon objectif, hein, justement, constant et obsessif, justement de raconter l'impossible. Mais la vie est comme ça, parce que justement, on va dans un enterrement et on rit. Et ça nous arrive parce qu'on a cette angoisse-là, et justement c'est notre façon de nous protéger, comme la souffrance, la douleur aussi. On vit notre jour de mariage ou d'anniversaire, et c'est le pire jour de notre vie. J'aime beaucoup ma femme, mais bon, finalement c'est le pire jour que j'ai pu vivre. Et donc c'est ce que j'essaie de refléter dans mes films, d'en faire un miroir, mais avec une fiction, justement. Mais je dois faire attention parce que je peux justement des fois avec cela casser le film, en fait, le rendre mauvais, en fait. C'est parce que c'est très risqué de faire ça. Parce que le spectateur, c'est pas ce qu'il veut. Le spectateur, ce qu'il veut quand il va voir une comédie, c'est rigoler, qu'elle soit drôle, mais il veut pas en même temps être prisonnier d'une chose qu'il n'a pas envie de voir. Entonces, me ocurre en todas las películas ese proceso, y de hecho el sentir que no debería hacerlo es el principal acicate. O sea, es esa sensación de decir, no, esto no, por favor, sí. Sí, porque es exactamente lo que no me atrevo a hacer, ¿no? Entonces es como una especie de trabajar en contra de ti mismo, ¿no? O sea, yo como espectador prefiero 1, 2, 3 al apartamento. Hablando de las películas de Billy Wilder, prefiero 1, 2, 3 porque 1, 2, 3 es todo risas. Y el apartamento no. El apartamento también hay drama y dolor. Y el apartamento es mucho mejor película que 1, 2, 3. Pero como espectador, si me voy a una isla desierta, eso que siempre preguntan tan estúpido, me llevaría 1, 2, 3. No me llevaría el apartamento. Entonces soy como el espectador normal. Yo quiero que las cosas estén claras. Pero como realizador no. Como realizador me interesa lo otro. Me resulta muchísimo más atractivo. O sea, lo que es más... O sea, odio las películas que se creen a sí mismas, que dicen, esto va de esto y vamos a ir todo el rato de esto, y tira y sigue y venga, pero si hace 5 minutos que ya no me creo, o sea, empieza la película y en 30 segundos ya no me interesa, tío, y sigue a 1 hora y media con esto, por favor. Cambia, relájate, no. Hazlo mal, por favor. No. C'est vrai que je ne devrais pas le faire, ce mélange comme ça de tons, justement, mais c'est justement ce qui me pousse à le faire. Et quand je commence à travailler, je dis non, c'est pas possible, ça tu peux pas, si, justement. Parce que j'aime aller à l'encontre de ce qu'il faut faire. Ce que je n'ose pas faire, il faut que je le fasse. Et c'est tout un travail d'aller à l'encontre de soi, mais c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime faire, justement. Alors, moi je préfère un film comme 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3, c'est le programme, non? De télévision? No. La película de James Cagney. Alors, il y a un film qui s'appelle 1, 2, 3, je suis désolée, je ne vois pas quel film c'est. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et qui ne fait que rire, c'est juste vraiment la comédie pure. Et à côté, il y a par exemple le film L'appartement de Billy Wilder, donc qui lui est un mélange de drame et de comédie. Et bien moi, si avec cette question idiote qu'on pose toujours, si vous allez dans une île, qu'est-ce que vous emporteriez? Moi j'emporterais 1, 2, 3, parce que 1, 2, 3, parce que finalement c'est un peu plus, c'est plus drôle, quoi. Mais parce
Parce que le spectateur, ce qu'il préfère toujours, c'est les choses claires. Mais le réalisateur, moi en tant que réalisateur, justement, c'est le contraire. C'est le mettre dans des positions un peu de malaise, c'est ce qui m'intéresse. Et ce que je déteste le plus, c'est ces films qui se croient, qui s'y croient. Quand les films qui disent là vous allez voir ceci, maintenant je vais vous raconter cela, et alors qu'au bout de 30 secondes, ça y est, on n'y croit plus et on a envie qu'il fasse autre chose. On préférerait même qu'il le fasse mal, tellement on en a marre. Voilà, ces films-là, je les déteste. Oui. Hola, buenas tardes. Hola. La verdad es que tenía una pregunta un poco más elaborada que me hice sacar tiempo, así que nada, cortito. Simplemente, como has nombrado estos tres tipos de inteligencia, quería ver si puede mojarse un poco y decir pues, el panorama de cine que hay ahora, bueno, de los directores que tenemos en este momento en España, quién sería un sabio, quién sería un inteligente perfecto y quién sería un astuto. Justement, ce dont on parlait, ce système de connaissances qui était l'astuce, le savoir ou l'intelligence, s'il pouvait dire maintenant en Espagne quels sont les réalisateurs qui feraient partie de ces trois catégories. Inteligente, David Trueba. No, sabio, David Trueba. Donc savant, sabio, David Trueba. David Trueba. Sabio. Inteligente, probablemente Borja Coveaga y astuto Nacho Vigalondo. Intelligent, Borja Coveaga et astuto, Nacho Vigalondo. Nacho Vigalondo. Je ne sais pas si en français vous les connaissez, mais bon, voilà. Nacho, il est venu, ils sont venus tous les deux. Hein. Gracias. Bon, nous allons nous pas arrêter puisque finalement nous vous donnons rendez-vous à 19h45 pour la projection du film La Bruja sobre la Murdi. En présence du réalisateur et de Carolina Brun, l'actrice de ce film et d'autres films d'Alex de la Iglesia. Et ensuite, à 22h, il y a la rencontre à nouveau avec Alex de la Iglesia et Carolina Brun autour du film, mais autour aussi de ce cinématographie. Je passe la parole à José. Oui, juste pour... vous avez remarqué que Alex a fait une référence aux aides de l'Espagne. Je voudrais être juste. C'est vrai que l'année dernière, il n'y a pas eu d'aide financière du ministère de la Culture espagnol. Cette année, un peu plus. Il y a un représentant du ministère qui est là, en plus, Rafael Carrera. Et je vais être juste aussi. Il faut dire qu'à l'origine du projet de l'ouvrage sur Alex de la Iglesia en castillan, il y a eu une aide aussi du ministère de la Culture. Tout simplement dire ça et dire aussi, bien évidemment, qu'on voudrait que l'aide financière du ministère de la Culture aille au-delà, bien sûr, et c'est sûr qu'en 2015, ça sera le cas. El hecho de que estés aquí ya prueba que tienes muchas intenciones de que las cosas sean así. Sin duda. Gracias. Si vous êtes là, c'est que vous avez vraiment l'intention justement que les choses soient comme ça, c'est-à-dire qu'il y ait plus d'aide justement de la part du ministère de Culture espagnol. La présence déjà de la Rafael Carrera dans la salle, à côté de Frédéric Jamet, représentant de la DRAC de la région pour le cinéma, etc. Je pense que c'est très important aussi de cette association qui est vraiment fondamentale pour un festival comme le nôtre, mais aussi pour la production et la distribution. Merci à tous les deux. Et merci à Alex de la Iglesia.